Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on est avec Chris Bergeron, VP contenu chez Cossette, autrice et chroniqueuse à Radio-Canada. Avec elle, on va aborder une question qui est sur toutes les lèvres. Comment intégrer l'intelligence artificielle dans le processus créatif sans perdre la créativité humaine? Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Chris Bergeron, VP contenu chez Cossette, autrice et aussi chroniqueuse à Radio-Canada. Bienvenue avec nous. Chris, ça va bien? Ben oui, bonjour. Et on est accompagné par Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Bonjour Anne, bonjour Chris. C'est extraordinaire d'avoir Chris avec nous aujourd'hui parce que c'est une figure de proue qui nous amène dans des univers complètement différents. On va découvrir ça avec elle aujourd'hui. C'est fantastique. C'est gentil. 3 rôles, mais parle-nous principalement de ton rôle chez Cossette, puis la mission de Cossette aussi. Absolument. Cossette, c'est une vieille compagnie. Ça fait 50 ans, même 52 ans maintenant que ça existe. C'est un petit peu la genèse de la publicité. Et en même temps, même si ça fait longtemps qu'on est là dans le paysage publicitaire canadien, on est toujours forcé de se réinventer et de s'adapter à des nouvelles techniques et à des nouvelles technologies dont on va parler et d'essayer d'être à la fine pointe de ce qui se fait. Moi, mon rôle, c'est je supervise en ce moment tout ce qui est contenu de marque et c'est sûr que ça vient toucher l'intelligence artificielle en grande partie et puis aussi tout ce qui est lié à donner une personnalité aux marques, une personnalité conversationnelle, une personnalité sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis de très, très près tous les changements technologiques aujourd'hui qui viennent chambouler nos habitudes. Puis demeurer pertinent aussi. Bien sûr. Une entreprise, une organisation qui existe depuis 50 ans, c'est parce qu'il y a cette culture d'intérêt, de curiosité aussi. Puis de plus en plus, on dit que l'IA, c'est pas seulement un outil d'exécution, mais ça peut devenir un outil créatif aussi. Oui. Parle-nous un peu de cette relation entre l'IA et la créativité. Alors, ça a été tout de suite une sorte de coup de foudre chez nous, l'intelligence artificielle, en partie parce qu'une agence de publicité, c'est aussi un petit peu un laboratoire, c'est-à-dire que c'est généralement rempli de gens assez curieux qui aiment créer des choses, que ce soit des images, que ce soit des concepts et des nouvelles façons de dialoguer avec les consommateurs. Donc nous, quand c'est arrivé, avant même qu'on ait une politique, maintenant on a des politiques d'intelligence artificielle depuis 2-3 ans déjà, mais déjà à la base, on voyait nos employés qui adoptaient l'intelligence artificielle plus rapidement presque que la structure. Il faut dire qu'on a aussi des employés qui sont très jeunes, qui sont très souvent dans la vingtaine. Et qu'est-ce qu'ils allaient chercher? À la base, déjà, juste voir à quoi ça sert. Quelles sont les limites créatives qu'on peut, de ces outils-là? Comment est-ce qu'on peut les intégrer? Oui, d'un côté, comment est-ce qu'on peut sauver du temps sur des tâches qui sont des tâches automatiques, mais aussi est-ce que c'est quelque chose qui peut amplifier notre créativité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous permettre de générer des images, de générer du contenu qui est intéressant? Et puis là, ça, c'est l'aspect bonbon. Hein? Donc, on a passé beaucoup de temps sur Runway, on a regardé tous les outils qui existent qui nous permettent de générer des images qui bougent, etc. Ce sont des processus qui sont maintenant complètement intégrés dans notre processus créatif. Cette espèce de mariage entre l'artificiel et le réaliste, on y est déjà. Quand on fait nos publicités, très souvent, peut-être que dans le fond, il y a une voiture qui passe ou il y a une ville derrière. Ça a été fait par de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça existe, la créativité artificielle? Parce que c'est un concept qu'on entend, mais je ne sais pas si dans votre domaine d'expertise, c'est un concept qui est nommé. J'espère que non. Honnêtement, j'espère que ça n'existe pas, mais très probablement que oui. Je crois que pour être créatif, il faut être conscient. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles ne sont pas conscientes. Les intelligences artificielles sont efficaces pour démontrer des tendances, finalement des
je dirais, des réalités statistiques. En moyenne, le mot X suit le mot Y dans plein de bases de données, ce qui fait qu'ils arrivent à nous donner des phrases qui semblent intéressantes et tout ça. Mais il n'y a pas encore de réflexion. Il y aura de la réflexion le jour où on arrivera à la fameuse AGI. Ben là, peut-être, oui. Mais on y est, en AGI plutôt, l'intelligence artificielle générale, on n'y est pas encore. Donc, la créativité, elle est encore dans le cerveau des stratèges, des humains, des créatifs, mais on n'a jamais eu d'outils aussi puissants que ceux qu'on a en ce moment. Et ce qui est intéressant, si je peux utiliser un terme lié à la musique, ça me fait penser un petit peu à l'arrivée du synthétiseur en musique. Oui. Mais comme si ou du sampler, mais comme si le synthétiseur ou le sampler, tout d'un coup, avait une sorte de personnalité, on pouvait lui parler. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très chouette. Là où ça vient... Oui, pardon, Luc. J'allais vous demander, au-delà de la génération d'images et tout, là, quand vous l'intégrez dans le processus créatif, là, c'est comment, par exemple? Ça arrive à plusieurs étapes. Ça peut arriver... Et bizarrement, ce sont les moments cachés qui sont les plus intéressants. Oh. Ce que ne voit pas le consommateur et la consommatrice nécessairement en voyant une publicité ou une image ou quelque chose sur les réseaux sociaux. La chose qui nous rend le plus enthousiasme en ce moment, sur lequel on a investi le plus, en fait, ce sont des outils, par exemple un outil qui s'appelle Smart Persona. Smart Persona, c'est quelque chose qui nous permet de, rénover, révolutionner l'industrie du sondage, du focus test, les focus group, comme on fait beaucoup en publicité. Ça fait 80 ans qu'on fait ça. C'est-à-dire que quand on veut savoir ce que les gens pensent d'un produit, eh ben, on les met derrière un miroir et on teste et on regarde ce qu'ils disent, etc. Là, nous, en tant qu'agence, en partie agence média aussi, donc on a accès à beaucoup de bases de données sur les habitudes médias, sur les habitudes de consommation, des données qui sont des données démographiques. On a vraiment des bases et des bases et des bases et des bases. On a pris tout ça et on s'est construit ce qu'on appelle des personnages synthétiques. Aha. Et donc là, on peut, si je suis sur un compte touristique, générer une voyageuse de l'Ontario avec salaire X qui habite à Mississauga et je peux commencer à brainstormer avec elle et lui demander, toi, quel genre de voyage tu aimes si tu viens au Québec, par exemple? Tu veux aller, est-ce que tu cherches la ville? Est-ce que tu cherches la campagne? Voilà, ce genre de choses. Quelles sont les considérations importantes? Alors, c'est sûr qu'une fois que, des fois combiné avec la vraie recherche, ou même en solo si on n'a pas beaucoup de temps, ça permet d'accélérer le temps de stratégie. D'autant plus qu'aujourd'hui... Oui. Je suis comme un peu sceptique, là. Je me dis... Mais je l'ai utilisé. Oui, ça marche. Ça marche. Alors, et ça ne fait pas comme juste de déblatérer une série de préjugés... pas de... Non. Déjà, c'est construit sur une architecture solide. C'est construit sur Google Gemini. On le fait en partenariat avec Google. On est la seule agence de publicité au Canada qui avance ce genre de partenariat avec Google. C'est un vrai projet de recherche et développement qui aujourd'hui est en train de devenir un vrai produit. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une base d'analyse. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont... disons, confirmer un certain nombre d'aspects qu'on connaissait déjà. Mais ce qui est intéressant quand on reçoit ces rapports, c'est qu'ils commencent à nous dire aller plus dans telle direction que celle-ci et tout ça. Alors, pour quelqu'un qui fait de la stratégie, c'est quand même très, très chouette d'avoir accès à ces outils-là. Pour démarrer le processus. Alors ça, c'est déjà en amont. Ensuite, évidemment, on est en dialogue permanent avec nos clients qui, eux, connaissent leur industrie très, très bien, peut-être des fois mieux que nous. Et donc là, on peut valider, etc. Mais nos clients sont très intéressés eux-mêmes à avoir ce genre d'outils-là parce que ça leur permet d'être en dialogue constant avec des audiences. Oui, puis dialoguer, c'est tellement important en général, mais en créativité, bien sûr, c'est encore plus poussé. Puis le nombre de fois qu'on invite les gens à penser aux personnages, ça veut dire que les gens, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils voient, Puis c'est un personnage, c'est comme un personnage type. Ben oui, on pousse en innovation, on pousse les acteurs à penser aux personnages. Puis il y a des endroits où j'ai vu ça, ils le poussent à l'extrême, mais là, on a un personnage qui peut nous répondre. Exactement. Et donc,
Moi, je me souviens quand je suis rentré en publicité, après ma carrière en journalisme, je trouvais les personas un petit peu bêtes. C'est-à-dire qu'il y avait des clients qui me disaient, nous, notre persona, c'est Linda qui habite à Longueuil et elle adore le nain. Puis c'est toujours une série de clichés. Et je me disais, mais ça, c'est vos préjugés plus qu'autre chose. C'est vraiment basé sur de la recherche. Au moins là, c'est un petit peu plus neutre, j'ai l'impression, et on est peut-être plus proche de la réalité. Oui, puis là, après, tu viens ajouter de tes propres ingrédients, du contexte historique, du contexte contemporain aussi. Puis ce que j'aime que tu amènes en ce moment, Chris, c'est que la créativité, oui, on en a parlé comme domaine très humain, puis il faut que ça reste humain. Parce qu'il y a une dose d'imagination supplémentaire. Mais comment faire pour intégrer l'intelligence artificielle pour nous pousser plus loin, justement? Alors, c'est ce qui est intéressant. Alors déjà, avoir des réflexions en amont avant poser un geste de communication, c'est intéressant de savoir à qui on parle et quels sont les intérêts du public. Donc déjà, des outils comme Smart Persona nous permettent de faire ça. Ensuite, souvent, quand on vend des concepts publicitaires, des grandes idées, des tonalités, des façons d'incarner une marque, il faut vendre ça à des clients qui ne sont pas tout le temps des grands communicateurs. C'est peut-être des gens qui ont opéré dans leur entreprise et puis là, ils se retrouvent face au marketing, mais ils n'ont jamais fait d'image eux-mêmes. Là, l'intelligence artificielle nous aide à maqueter avant même de lancer les caméras et de dire ça peut ressembler à ça. Voici un exemple, voici des coloris, voici le type de casting, voici... et ça nous aide aussi énormément. On sauve moins de temps parce qu'avant, on le faisait juste avec des mots et avec finalement des dessins basés sur ce que d'autres avaient fait avant. Tu comptais aussi sur l'imagination des de tes autres clients. Qui n'est pas toujours là. Exactement. Qui n'est pas toujours au rendez-vous, même si tous nos clients sont extraordinaires. Mais donc, ça... donc vous faisiez des mood boards à partir de découpage de exactement. ceci, cela. Et là, il y a un élément de surprise à chaque fois qu'on faisait les choses. Une fois qu'on était en tournage, « Ah, j'avais pas compris ça », etc. Là, on est beaucoup plus clair. Et puis ensuite... ça nous permet, bien sûr, une fois qu'on est à la réalisation, au montage, d'accélérer tout ce qui est effets spéciaux, d'accélérer la production de musique, de faciliter tout ça, les corrections. Oui. Et donc, ce sont des outils de production vidéo extrêmement forts. On n'est pas encore au point où on a réalisé une pub 100% intelligence artificielle. Ce n'est pas nécessairement dans nos objectifs de toute manière, parce que nous, en tant agence et créatif, on a un devoir de faire travailler les acteurs, de faire travailler les musiciens, de faire travailler... C'est toute une industrie qu'on ne veut pas abandonner, mais ça nous enrichit. Je veux t'amener sur une piste parce que quand même, l'intelligence artificielle, ça vient quand même diluer la créativité. Il y a comme une standardisation des réponses aussi. Oui. Puis il y a une histoire que je vais amener juste pour percer l'imaginaire un peu. Là. Moi, quand j'étais petite, mes parents avaient passé 2 ans dans un camp de réfugiés. Puis quand ils sont arrivés à Montréal, ma mère elle avait sa boutique de couture. Puis tous les jours, elle se faisait cambrioler. Elle s'est dit, je ne peux pas avoir passé 2 ans dans un camp de réfugiés, arriver à Montréal dans une nouvelle vie et encore me faire cambrioler. Un jour, après l'école, je me rends à la boutique, puis ma mère s'était déguisée en religieuse. Ah. Parce qu'elle s'était dit, il n'y a personne qui va cambrioler une religieuse. Puis à ce moment-là, cette époque-là, c'était vrai parce qu'elle a arrêté de se faire cambrioler. Ouais. Aujourd'hui, quand tu demandes à ChatGPT ou peu importe quelle IA générative, comment cesser une série de cambriolages, que tu sois dans un château, une maison, une fermette, une quincaillerie, un magasin de couture... Bref, ils disent toujours la même réponse. Appeler la police, etc. Donc, tu sais, j'ai trouvé que la candeur puis l'imagination débordante et la surprise fait en sorte qu'on a changé radicalement une situation. Mais en comparaison, on voit quand même que les réponses de l'IA peuvent diluer. Comment tu fais pour défaire cette dilution-là? Ça se fait de 2 façons. D'abord, à travers... des modèles qu'on appelle des RAG, et donc qui nous permet de contrôler les bases de données sur lesquelles on fait ces tests-là. Donc ça, pour la recherche, pour l'aspect stratégique en amont, ça c'est très, très utile. Pour générer, par exemple, pour la ville de Québec, on a fait un outil conversationnel pour accompagner les touristes. Évidemment, on utilise les bases de données qui sont des bases de données touristiques et donc on peut donner des conseils beaucoup plus simples et c'est moins
est beaucoup plus proche de la réalité et des besoins du voyageur. Et ça, c'est quelque chose qui est plus efficace parce qu'on contrôle la donnée. Et puis, de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle en bon français l'input. Donc, l'intrant, les invitations à réfléchir qu'on envoie à la machine. Ça peut être une question très générique, comment éviter de me faire voler, mais je peux aussi demander à la machine, sois surprenant, fais preuve d'humour et exclue les réponses qui parleraient de système de sécurité, d'assurance, de sécurité privée et de police. C'est vrai qu'on peut raffiner notre question. On peut raffiner la recherche. Et par exemple, moi, j'utilise il se trouve que j'écris des romans et ce genre de choses. Et dans mon travail littéraire, j'aime beaucoup dialoguer avec les différents outils. Des fois, je leur demande d'écrire des poèmes, mais il faut évidemment que l'invitation soit un petit peu unique pour répondre quelque chose de tout aussi fou. Ce que j'aime, en fait, c'est que tu l'utilises déjà bien dans ton quotidien. Oui. Je vois beaucoup de parallèles à faire aussi avec les entrepreneurs. Tu sais, de réussir à questionner son IA générative pour ne pas arriver à la même réponse qu'un compétiteur pourrait avoir aussi s'il posait la même question. C'est ça le risque. C'est ça, c'est un grand risque. C'est ça le risque, et ça devient le risque si on utilise l'intelligence artificielle pour les mauvaises raisons. Et la mauvaise raison d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de dire « ça sera moins cher ». Ça, c'est la pire des raisons. Parce que si vous êtes sur un mode on ne fait qu'économiser de l'argent, ça veut dire que le résultat n'est pas super intéressant, vous vous en fichez un petit peu parce que vous avez payé moins pour le recevoir, ce résultat. C'était ton objectif. Et donc là, tout le monde commence à penser pareil. Ça, c'est le grand risque, et c'est un écueil dans lequel tombent beaucoup de gens. Oui, puis surtout qu'on parle toujours d'intelligence artificielle pour augmenter la productivité, pour accélérer, pour la performance. C'est vrai, parce que moi, ça me fait me rendre compte que quand je rencontre les gens de l'industrie, des services, tout ce qui n'est pas produit, ben, je ne focalise que sur l'expérience. J'essaie d'éduquer les dirigeantes à créer des expériences mémorables. Voilà. Et jamais à couper des coups, dans le fond, tu as raison. Il y a une opportunité qualitative qui est formidable dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au lieu d'amoindrir l'offre et la qualité des réponses, ça vient augmenter la sensibilité humaine. Je parle beaucoup avec David Usher, je ne sais pas si vous le connaissez, le chanteur, etc. Et il a fait un truc vraiment, vraiment chouette cette année où il a une de ses amies, malheureusement, qui souffre d'un cancer. Et il a fait des entrevues avec elle et il a créé une personnalité artificielle doublée d'une sorte d'avatar lumineux et tout ça. Et ça devient des expositions qui sont dans différents centres à travers le monde. Ça, pour moi, c'est de la créativité artistique qui amplifie ou plutôt, c'est la technologie qui est amplifiée par la créativité et la sensibilité artistique d'un auteur. Et là, c'est très, très chouette. Qui donne une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, c'est pas une expérience de réduction de coûts. Là. Exactement. On crée une expérience nouvelle. Ni de réduction de coûts, ni de réduction de la pensée. Parce que là, on est en train de voir des sujets qui font un petit peu peur. J'en ai parlé à Radio-Canada, d'ailleurs, récemment, la semaine dernière, je pense, dépendamment de quand ça sort. J'en ai parlé récemment à la radio. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'utilisation d'un ChatGPT en permanence vient ralentir ou inhiber notre processus de sens critique. On accepte la réponse parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on s'est fait dire que ça allait plus vite aussi. Exactement. Et parce qu'on nous a dit de l'utiliser pour aller plus vite plutôt que pour faire mieux. Et c'est ça notre grand débat chez Cossette. C'est nous, on l'utilise pour faire mieux. C'est la meilleure raison pour l'utiliser, justement. Tu sais, j'avais commencé à répondre... moi, j'ai tout le temps été connue pour répondre de façon bienveillante ou avec certaine légèreté sur des questions difficiles parfois. Puis, tout d'un coup, j'ai comme créé cette relation-là avec mon ChatGPT. Puis là, je me suis dit, hey, ça va me permettre de me lâcher lousse un peu, puis de mettre ça dans le ChatGPT. Puis
s'il vous plaît, est-ce que tu peux mettre un brin de légèreté ou de bienveillance? Et ChatGPT le faisait pour moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, si j'étais plus capable de le faire moi-même. Donc, à la place, j'ai arrêté de le faire de cette façon-là. J'ai recommencé à écrire moi-même mes courriels. Et parfois, en enlevant les données confidentielles, bien sûr, je le mets dans ChatGPT et je dis, que penses-tu de ce courriel? Et tout d'un coup, ChatGPT dit, tu sais, quel ton bienveillant et plein de légèreté. Voici ce que je pourrais te proposer de plus. Et ce mode coaching-là, ça m'a fait en sorte que j'ai réaiguisé mes bons réflexes, puis je les ai pas perdus. Donc, tu es devenue plus créative. Oui, puis j'ai appris des mots de vocabulaire de plus aussi, parce qu'on s'est mis en mode coaching. Mais, tu sais, moi, ce sujet-là me passionne beaucoup parce que ça crée aussi cette conversation importante sur la dépendance à l'IA générative. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Chris, de cette dépendance-là qu'on peut avoir? En fait, c'est une dépendance qui va être conditionnelle à la dépendance par rapport à d'autres systèmes. La rapidité des réseaux sociaux exige une production de contenu hyper rapide qui nécessite la création, des moyens de création de contenu tout aussi rapides. Et c'est ça le piège. C'est tout d'un coup... et c'est ce qu'on voit sur des plateformes comme X en ce moment, où il y a des robots qui créent des tweets ou des X automatisés, et puis finalement, on ne sait plus du tout si on... Mais tout simplement pour nourrir la machine. Alors, ce sont des algorithmes qui nourrissent d'autres algorithmes, en plus des algorithmes qui, aujourd'hui, ont des biais politiques très, très forts. Oui. Alors ça, c'est pas, ça augure pas bien pour l'avenir. Puis une IA, en fait, qui répond de façon automatique. Puis j'avoue, Luc et moi, on se fait souvent approcher par des fournisseurs qui nous disent « Hey, vous répondez toujours sur les réseaux sociaux, à presque tous les commentaires. Ah, vous devez utiliser l'IA. » En fait, non, on n'utilise pas l'IA. Tu sais, pour nous, c'est important de continuer d'y répondre, mais peut-être il y a d'autres processus qu'on a propulsés à l'IA pour nous permettre d'avoir ce temps-là pour répondre de façon plus humaine. Moi, Chris, je t'amènerais sur cette question-là. Oui. Quel conseil donner aux dirigeantes de PME québécoises, là, à la lumière de ton expérience, pour être des meilleurs dirigeants, de susciter plus d'innovation, de créativité au sein de leurs entreprises? Bien, je pense qu'il faut utiliser ces outils, c'est sûr, parce qu'en effet, ça nous facilite la vie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut quand même garder un œil sur le marché. Que fait la compétition? Comment est-ce qu'on peut se démarquer? Parce que si on ne se repose que sur ces outils-là, ben là, on va perdre le petit je ne sais quoi, le truc de plus qui fait qu'un produit est capable de sortir de l'ordinaire. Et c'est souvent l'histoire, et c'est souvent la petite folie, grande folie d'un ou d'une entrepreneur qui a imaginé quelque chose. Et ça, il faut le protéger. Et l'intelligence artificielle peut servir à protéger et amplifier ça plutôt que remplacer cette étincelle-là. Mm-hmm. Moi, je m'intéresse toujours, puis Luc, t'es pareil là, sur le à propos de l'entrepreneur, justement. Ça, c'est une des premières choses que je vais lire. Lorsque une personne vient me parler de son entreprise, je vais sur leur site Internet, puis je lis l'histoire du pourquoi il a créé ou elle a créé cet outil-là. Puis il y a comme cet attachement, puis cette compréhension-là de la démarche. Puis ça, je ne voudrais pas le perdre à cause de l'intelligence artificielle. Puis justement, tu sais, ça crée quand même un grand débat présentement, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine créatif. D'un côté, on voit une transformation. Tu nous as parlé de David Usher, tu nous as parlé de toi qui es autrice aussi. Mais d'un autre côté, on dit, est-ce que c'est vraiment de l'originalité? Est-ce qu'on est en train aussi de défier les droits d'auteur? Je t'amène sur ce terrain-là. Oui, je suis vraiment sur cette question parce que je siège sur le conseil d'administration du Salon du livre de Montréal. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions. D'ailleurs, j'ai animé une table ronde avec des auteurs au dernier salon sur les opportunités et les risques liés à l'intelligence artificielle. Et en effet, j'avais devant moi un mur d'auteurs et d'illustrateurs qui étaient franchement contre cette idée et qui se disaient on existe depuis tout le temps, on n'a pas besoin de ça. L'intérêt d'un roman, l'intérêt d'une œuvre artistique, c'est justement qu'elle a été faite par un être humain. Ceci dit, c'est partiellement faux, ça. L'intérêt d'une œuvre, ce n'est pas qu'elle ait été faite à la main avec une plume, mais c'est que derrière, il y a une impulsion humaine et un regard humain.
Sinon, il n'y aurait pas de musique techno, il n'y aurait pas de musique électronique, il n'y aurait rien que ça. Donc, il peut y avoir des automatismes. Encore faut-il qu'ils fassent partie d'une structure mentale. Et c'est là où il y a une opportunité. On peut imaginer quelque chose et aujourd'hui le créer, ou en tout cas dans un an ou deux, il y a encore, quand on regarde les images, il y a encore un petit quelque chose qui fait artificiel, mais ça va partir. Dans un an ou deux, peut-être 3, on va pouvoir faire des longs métrages assez réalistes. Mais maintenant, pour que ça soit intéressant, la règle du long métrage reste la même. Il faut que l'histoire soit bien, faut qu'il y ait du cœur, faut qu'il y ait un bon rythme, un bon scénario et tout ça. Cette discipline doit rester là. Il y a comme une nouvelle forme de billet qui a été créée. Oui. Hein? Parce que parfois, je regarde, puis je fais des tests. Je montre des œuvres à des gens. Puis les gens, tout d'un coup, ils tombent sur une des œuvres que je leur montre, qui n'est pas ma création, là, mais une œuvre que j'ai trouvée. Puis les gens sont émerveillés. « Wow, c'est donc bien beau! » Et tout d'un coup, je leur dis que c'est l'IA et ils se sentent floués. Oui. Puis ils me regardent vraiment comme « Anne, je ne peux pas croire que tu m'as amenée dans cette direction. » Puis tout d'un coup, c'est le biais. Parce que c'est l'IA, c'est pas beau. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'on va s'habituer. Pour le meilleur et pour le pire, on va s'habituer à ça, c'est-à-dire dans la mesure où ça sera intégré dans notre expérience de divertissement et de consommation de contenu. Je pense par exemple aux jeux vidéo. Imaginez un jeu vidéo autogénéré, selon des règles strictes, etc., mais qui est en open world. Et là, je peux découvrir des éléments, des environnements qui se créent au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. C'est pas floué, là, c'est juste ouvrir les possibilités. Donc, la question, c'est l'intention derrière. Est-ce que ça a été fait pour mentir ou est-ce que ça a été fait pour offrir quelque chose? C'est un piège ou c'est un cadeau? Ou un service, idéalement. Et c'est ça la différence. Donc, entre une fake news et un service intelligent. Oui. Puis, tu sais, la misinformation puis la désinformation, on en parle beaucoup. Ouais. Et tu sais, ce que je vois aussi dans les entreprises, puis Luc, sûrement que tu vois aussi des cas comme ça, c'est tout d'un coup, quand DALL-E est sorti, sur LinkedIn, il n'y avait que des images propulsées par DALL-E, ce fameux bleu électrique qui a, moi, ce que j'appelle la mort dans les yeux aussi, parce qu'un humain qui est créé par l'intelligence artificielle, on dirait qu'il n'y a pas de vie dans ses yeux. Ou sur LinkedIn, quand on voit tous les billets LinkedIn sur lesquels il y a des emojis, la petite fusée, le petit... Ça, c'est quelqu'un qui l'a... Moi, je mets les petites fusées à la même. Ah oui? Ben oui. J'ai vu que tout le monde le faisait puis que ça... tout le monde le fait parce que c'est ChatGPT qui le fait. Moi, je découpe les fusées, j'insère les doigts et tout à la mitaine. Bravo, artisanal. Oui, mais c'est long. Oui, j'imagine. Mais je suis curieuse quand même de savoir, justement, parce qu'on parle des publications LinkedIn. Oui. Donc là, on arrive avec une genre de recette de publication parce qu'on a su qu'en mettant les émoticônes, en résumant en 3 points, en utilisant des polices qu'on appelle des fancy fonts, ça captait l'œil. Et là, tout d'un coup, l'IA générative a commencé à faire que ce type de contenu. Oui, et là, l'algorithme de LinkedIn va être entraîné pour reconnaître ce type de message et probablement leur donner moins de valeur. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de... Parce que on sait que les consommateurs préfèrent quelque chose qui est au moins à 50% humain et donc qui ne soit pas entièrement conçu et réfléchi par une machine. Donc, la main humaine, elle est importante. Et si tout d'un coup, on se retrouve dans un feed, surtout sur des réseaux sociaux qui sont axés sur le contact humain, si on retrouve sur les réseaux sociaux avec un feed entièrement peuplé de réflexions qui ont été faites sur des machines, c'est sûr que ça vient d'évaluer complètement le service de LinkedIn. Ou de Facebook, etc. Et ça, c'est le grand paradigme d'un Meta, par exemple, qui a Instagram et Facebook, qui essaye de pousser l'intelligence artificielle en créant Llama, par exemple, leur propre modèle, mais de l'autre côté, qui le désavouent parce que ce n'est pas valorisé dans leur algorithme social. Et on est sur cette tension-là. Oui, même eux sont dans cette tension-là. Bien sûr. Puis elle est vraiment partout. Puis je trouve ça tellement fascinant parce que, justement, on craint, puis ça m'arrive parfois de croiser des entrepreneurs qui utilisent l'IA pour créer une idée et tout d'un coup, ils sont pris avec cette paranoïa.
est-ce que je suis en train de prendre l'idée de quelqu'un d'autre, puis c'est pas une idée originale? Est-ce qu'on va, on va me traiter d'une personne qui fait du plagiat? Toi, tu es autrice aussi. Ouais. Comment tu navigues, comment tu réponds, puis comment est-ce que tu peux justement confirmer que c'est une idée originale? Oui, que tu es venu amplifier avec l'intelligence artificielle, mais comment tu conjugues avec cette dualité-là? Déjà, c'est très dur de trouver une idée originale, complètement originale, du jamais vu. Je ne sais pas si ça existe tant que ça, mais la discipline, elle ne change pas. Le besoin de discipline ne change pas. Donc, par exemple, quand on essaye de créer un scénario publicitaire pour un film ou pour un spot télé, ce genre de choses, on est nous-mêmes obligés de connaître notre industrie et de voir si nos compétiteurs n'ont pas dit la même chose, et puis si ailleurs dans le monde, il n'y a pas eu quelque chose de similaire qui a été fait. L'intelligence artificielle peut nous permettre de faire des recherches pour aller chercher, pour savoir si l'existence de copycat existe, mais en aucun cas est-ce qu'on doit faire entièrement confiance à la machine pour réaliser l'ensemble de l'œuvre aujourd'hui. Je comprends. Puis, quand tu vois des nouvelles technologies sortir, on parle, il y a beaucoup d'applications maintenant qui peuvent créer des balados en quelques secondes avec des voix propulsées par l'intelligence artificielle. Comment tu réagis? Je vois pas l'intérêt. Tu vois pas l'intérêt? Je vois seulement l'intérêt dans un contexte de contenu, ce qu'on appelle du contenu d'hygiène. Okay? C'est-à-dire, j'ai besoin d'un outil conversationnel pour aider quelqu'un à aller chercher sa police d'assurance, puis les premiers pas, et peut-être qu'en effet, avoir un automatisme là, ça permet de sauver un petit peu de temps jusqu'à temps qu'un humain prenne la parole. Mais un podcast qui est quelque chose qui est du divertissement, je ne... À moins que ça soit un podcast fait par des IA qui soient tellement prodigieuses que le fait que ça soit des IA devienne le divertissement en lui-même, mais c'est de moins en moins le cas. Ouais. Dans ce cas-là, cet aspect de nouveauté va se dissiper assez rapidement. On va avoir l'habitude de ça. C'est comme les livres écrits par... Il y a beaucoup d'auteurs qui disent j'ai peur que la littérature disparaisse parce qu'il y a des millions de livres écrits par l'intelligence artificielle sur Amazon. Oui, mais qui les lit? D'autres intelligences artificielles? C'est IA contre IA. IA contre IA. Qui va lire ces choses-là? Cette inquiétude-là, je l'entends, mais explique-moi encore, Chris, comment faire pour protéger les artistes? Comment faire pour protéger l'industrie culturelle, tous les métiers qui sont peut-être pas de celui de la créatrice? Mais moi, je pense que ce n'est pas une question de création, c'est une question de diffusion. Donc, il y a deux choses. En effet, sur la création, ça serait triste et il faut des règles et ça existe. Il y a toutes sortes de syndicats d'artistes qui existent, que ce soit au Canada ou au Québec, l'Union des artistes pour les acteurs, pour nommer que ceux-là. À partir de ce moment-là, c'est sûr que si on fait des publicités dans lesquelles il y a zéro acteur, zéro voix, là, peut-être qu'on ne joue plus notre rôle de locomotive des industries créatives et on a une question à se poser par rapport à notre propre responsabilité dans cet écosystème-là. Ça, c'est certain. Nous, on sait que chez Cossette, on est attaché à cette créativité humaine, même si on poursuit toutes sortes d'objectifs numériques et d'intelligence artificielle. Donc, mais c'est au niveau de la diffusion que c'est problématique. Prenez Spotify, par exemple. L'intelligence artificielle de Spotify permet de partager et de faire la promotion d'artistes. Bon, ça, c'est positif, même si ça dévalue, ils payent très, très peu les artistes. Là où c'est problématique, c'est qu'une fois qu'ils ont développé tous ces goûts, cette connaissance des goûts des auditeurs, ils vont commencer, et ils l'ont fait dans certains domaines comme la musique de relaxation, à générer de la musique faite par ordinateur. Alors là, tout d'un coup, c'est du temps d'attention qui est volé, entre guillemets, à d'autres. Alors ça, pour protéger ça, je ne sais pas trop. Je pense que c'est difficile de le faire, en tout cas, je crois que ça existe sur des créations qui sont de faible qualité et qui demandent peu par rapport à l'intérêt. Mais déjà en prendre conscience. En prendre conscience. Je crois que de l'autre côté, le cinéma, on aura toujours Denis Villeneuve. Là. Denis Villeneuve ne sera jamais remplacé par une machine. Par contre, peut-être qu'un jour, Denis Villeneuve, pour faciliter certaines
certaines mécaniques de production fera ce qu'on appelle des renderings d'images plus intelligentes. Et encore là, il y aura des questions à se poser parce qu'un studio d'animation, c'est 300-400 personnes qui travaillent sur un projet. Et ça crée des métiers aussi. Ça crée des métiers. Donc je n'ai pas les réponses. Il y a une partie des réponses qui vient certainement du nouveau, les syndicats, l'organisation, les valeurs de marque. Et puis, il y a l'autre partie qui est une sorte de fuite en avant où il faut que les artistes s'intéressent et continuent à s'intéresser aux nouvelles technologies, sans quoi elles vont se faire sans nous. Puis parfois, on parle aux entrepreneurs, mais dans l'industrie créative, vous êtes tous des entrepreneurs. Là. Bien sûr. Vous êtes tous, là, vous voulez survivre. C'est la même fibre, peu importe quel secteur. Puis je trouve que c'est vraiment fascinant. Aujourd'hui, les illustrateurs ont très peur. Exactement. Mais ça a été les premiers à avoir peur. Moi, j'ai essayé de composer une sonate parce qu'il y a cette capacité-là. C'était extrêmement mauvais. C'était extrêmement mauvais. Puis, un jour, je t'ai croisé, Chris. On était dans un petit sommet ensemble, puis Chris était juste avant moi. Oui. Puis, Chris, ce qu'il a présenté, c'était vraiment extraordinaire. Puis je me suis dit, il faut vraiment de la connaissance puis de l'expertise pour pouvoir y arriver. Donc, même si on peut substituer certaines parties, si tu n'as pas les connaissances pour l'utiliser, mais ça ne fonctionnera pas. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, d'ailleurs, que tu aies réussi à faire cette création-là. C'est des petits exercices qu'on fait souvent en formation avec certains de nos clients, un petit peu pour rigoler, mais juste pour montrer l'étendue des possibilités créatives. On leur demande de créer un film, en fait, un scénario de film, avec l'affiche du film, avec le casting, avec les personnages, avec la chanson du film. Et on fait ça en 20 minutes. Oui, 20 minutes. Et ça sort des trucs un peu rigolotes. Mais ce n'est pas pour dire que l'humain n'a plus de valeur. C'est tout simplement pour dire que des gens qui ne sont pas artistes peuvent le devenir un petit peu plus. Oui. Et participer à un processus créatif. Oui. C'est ça l'opportunité. Oui. C'est comme un nouveau type de calque. Tu sais, les gens qui avaient moins de capacité à dessiner, mais tout d'un coup, il y avait comme des tables lumineuses, on pouvait calquer. Puis là, l'intelligence artificielle offre un nouveau type de calque aussi. Je trouve que c'est vraiment fascinant. Écoute, Chris, je pense qu'on pourrait continuer encore vraiment longtemps, mais on s'est donné une promesse, Luc et moi. À chaque écoute du balado, ce qu'on veut, c'est que notre auditoire soit capable de se mettre en action. Donc, en une courte minute, à toi, Chris, quel est le message que tu voudrais lancer aux entrepreneurs? Puis la dernière minute à Luc sur qu'est-ce que tu as retenu de ce balado? Donc, Chris, je te laisse commencer. Je crois que l'intérêt... En tout cas, moi, ce qui me fait vibrer par rapport à l'intelligence artificielle, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui ont un côté créatif, c'est cette idée de pousser la machine dans ses retranchements et de lui demander d'être plus et plus et plus créative et d'ouvrir ce dialogue-là. Donc essayer de la piéger en quelque sorte. Mon cerveau contre son algorithme. Et je trouve que c'est là qu'on arrive à avoir des choses qui sont surprenantes. Donc il faut travailler pour se faire surprendre par la machine. Oui. Excellent. Puis Luc? D'abord, Chris, c'est extraordinaire de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es une de nos guides, nos Sherpas dans cet univers, dans le monde de la création aussi. Et moi, ce que je retiens de notre échange, tellement de choses, ça a été fascinant, le temps a passé, on ne l'a pas vu passer, mais c'est dans la façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le processus créatif. C'est ce que j'ai aimé, les exemples que tu as donnés. Oui, il y a l'image, oui, il y a du texte, mais comment être accompagné, comment être un meilleur créateur, créatrice, comment réfléchir mieux. Et un deuxième élément, c'est celui, je pense, avec le séquenceur, le sampler que tu donnais comme illustration. Ben oui, c'est vrai, on a donné à des artistes des outils numériques qui créent de la musique, mais qui est contrôlée par l'humain et qui traduit une pulsion humaine qui est sentie. Et cette humanité, c'est ce qui va chercher l'attrait, c'est ce qui va faire vibrer les gens et que tu le répètes que dans toute cette imperfection, dans tous ces éléments de surprise, l'humain avec tous ses qualités et ses défauts transparaît et doit toujours être en contrôle.
Ben, ça me rassure énormément. Faut être un peu punk avec l'IA. Voilà. Tout à fait. J'adore ça. Je pense que c'est la meilleure façon de finir. Merci encore, Chris. Merci, Luc, d'avoir été co-animateur avec moi. Encore une fois, merci à tous d'avoir été à l'écoute d'un épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. On était avec Chris Bergeron, VP contenu chez Cossette, autrice et aussi chroniqueuse à Radio-Canada. Merci encore. Merci.